chers invités, distingués participants, mesdames et messieurs, je suis très honoré de me présenter devant vous aujourd'hui en tant que Abdallah Cissé, président de l'Association des étudiants entrepreneurs agricoles du Sénégal. Notre association regroupe des étudiants agronomes provenant dans presque toutes les universités agricoles du Sénégal, à savoir l'ENSA de Thiès, l'ISFA de Bambey, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, l'université de Ziguinchor, l'USSEN et bien d'autres. Nous sommes organisés avec un grand comité directeur ainsi que des cellules locales dans chaque établissement membre dirigé par un coordonnateur. Les objectifs de notre association sont triples. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole parmi les étudiants et les jeunes professionnels pour stimuler l'innovation et la productivité dans le secteur agricole. Renforcer les compétences techniques et pratiques des membres à travers des formations, des visites de terrain et des échanges professionnels. Contribuer activement à la résolution des défis agricoles et environnementaux au Sénégal par la recherche, l'innovation et la diffusion de bonnes pratiques. Nous avons déjà réalisé plusieurs projets importants. Nous avons organisé des séances de formation sur l'entrepreneuriat animées par des entrepreneurs expérimentés. Nous avons effectué des visites de terrain pour comprendre les réalités agricoles de notre pays et avons mené des séances de partage. Récemment, nous avons lancé un projet d'installation de jardins ethnobotaniques. Nous avons lancé ce projet d'installation d'abord au lycée Malick Sy de Thiès, avec l'ambition de l'étendre au niveau national. Cette initiative se fait en collaboration avec les élèves du lycée afin de les inviter, de les initier aux pratiques agricoles déjà présentes et leur inculquer l'amour pour l'environnement. Actuellement, nous travaillons sur un projet ambitieux visant à explorer les différentes zones agricoles du Sénégal. Notre objectif est d'analyser leurs pratiques agricoles, de comprendre les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés et de proposer des solutions adaptées. Nous prévoyons également de publier des articles sur ces pratiques pour partager nos découvertes et recommandations. Je tiens à souligner que notre association est formellement reconnue et fonctionne sans but lucratif. Cependant, pour mener à bien toutes ces activités et atteindre nos objectifs, nous avons besoin de moyens financiers. Jusqu'à présent, nous nous autofinançons grâce aux contributions de nos membres, mais des opportunités de financement seraient cruciales pour élargir notre impact. Grosso modo, je vous invite à soutenir notre association, à nous accompagner dans cette noble mission de développement durable et d'innovation agricole. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus vert et plus prospère dans notre pays. Je vous remercie. Commune dans le département de Matam, située dans la zone nord du Sénégal, et par ailleurs membre de Thilogne-Ville Verte. Tout d'abord, par ma voix, le projet Thilogne-Ville Verte tient à remercier l'Action citoyenne sur le climat de nous avoir conviés à cette rencontre. Maintenant, je vais vous faire un tout petit peu la présentation du projet. Dans un contexte de désertification et de réchauffement climatique, le recours à l'arbre est et demeure le moyen le plus efficace pour atténuer les coûts portés à l'encontre de l'homme. Conscients de ce fait, les jeunes de Thilogne ont eu l'idée de mettre en œuvre le projet Thilogne-Ville Verte pour lutter contre le réchauffement climatique, mais également l'avancée du désert. Le projet vise également à planter des arbres dans chaque foyer de Thilogne, au moins un arbre fruitier, pour agir sur l'amélioration de la nutrition, mais surtout sur le revenu familial, en vendant une partie des fruits récoltés.
La pertinence de ce projet réside dans le fait qu'à Thilogne, le manque d'arbres et d'espaces verts est quelque chose de réel. Le projet a également favorisé la genèse d'autres projets dans le Fouta, comme Agnam Gulliver, Douloum Vert, pour ne citer que cela. Jusque-là, nous détenons la plus grande pépinière communale de la région de Matam et nous alimentons plus de 15 villages en arbres. À ce jour, nous avons planté 12 000 arbres fruitiers dans le cadre de nos campagnes hivernales, constituant à doter chaque foyer un arbre fruitier. La dernière évaluation montre que 75% des arbres sont toujours en vie et les bénéficiaires continuent de consommer et de vendre également les fruits. Pour les grandes artères de la ville et places publiques, le taux de réussite tourne autour de 65%. Un résultat satisfaisant malgré les maigres moyens financiers que nous disposons. Nos principales sources de revenus résident sur la vente des cartes membres, mais également sur la dotation de nos partenaires que sont la Maison des Yvelines, mais également l'Association des immigrés de Thilogne. Pour la logistique, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte nous appuie souvent en semences et en graines. Pour finir, j'aimerais faire un appel au DG, mais malheureusement, il est parti avant ma prise de parole. Mais quand même, on aimerait, si possible, que vous lui parveniez cette cri de cœur. Nous, les habitants de Thilogne, nous voudrions vraiment qu'il nous donne un camion citerne pour assurer l'arrosage des plantes, étant donné qu'on dépense énormément d'argent pour payer les arroseurs. Donc voici en quelques lignes ce que je voulais vous dire du projet Thilogne Ville Verte, étant donné qu'on est un peu pris par le temps. Merci, l'organisateur. Je suis ravi de ramener avec moi les élèves de mon école, le CEM Mandié. Je suis d'abord professeur en histoire-géographie, mais aussi je suis manager territorial. J'ai eu la chance de participer à pas mal de rencontres de ce genre, surtout avec des ONG et tous les autres, les GIE qui travaillent dans les domaines agricoles. Mais nous, au niveau local, au niveau des écoles, nous travaillons sur l'initiation des enfants au terme et surtout au mot qui renvoie à l'agriculture et à tout ce qui va avec l'environnement et ainsi de suite. Dans les écoles, je pense que sur beaucoup de panels sur lesquels j'ai assisté ou j'ai participé, souvent on ne voit que des grandes personnes, des spécialistes, des techniciens, si vous voulez, qui participent dans ces conférences-là et rarement accompagner des enfants, qui pourtant sont les noyaux, ou si vous voulez, ces jeunes-là qui seront la relève de demain et qui devraient normalement être initiés dès le bas âge. J'en profite pour vous remercier d'avoir pensé à inviter l'école et permettre aux enfants de participer, de côtoyer les grandes personnes qui ont déjà l'habitude, qui connaissent et qui malheureusement parfois, on voit qu'il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et normalement la relève qui devait se faire demain. Et donc, moi, je vais plaider pour surtout pousser nos enfants à être au contact de ces thèmes-là, mais aussi connaître certaines choses. Parce qu'on sait très bien que pour l'agriculture, les enfants ne le voient pas d'un bon œil. C'est comme le travail de pauvres, si vous voulez. Et tous les enfants désirent demain travailler dans des bureaux. Tout le monde le sait. Et même les étudiants qui sont là, ils le savent. Et donc, il faut aller à la base pour essayer de travailler avec les enfants. Pourquoi ne pas cette agroécologie, faire des témoins au niveau des écoles, faire des petits jardins, micro-jardins, puisque dans des écoles, il y a, dans certaines écoles, des cantines scolaires, produire des petites choses qui vont permettre aux enfants, pourquoi pas, de les utiliser dans leur cantine scolaire. Ou au moins leur montrer des choses réelles qui pourront voir et voir l'importance. Parce qu'on peut lier tout ça là à la science, à la technique, à l'informatique et tout peut aller ensemble. Et comme les enfants aiment l'informatique, si on leur montre certains aspects qui peuvent lier tous ces éléments-là, on peut peut-être les initier à aimer l'agriculture ou si vous voulez ces thèmes-là. Alors moi je vais plaider pour ça, travailler au niveau des écoles aussi, aller dans les écoles. Nous sommes les traits d'union. Nous avons la chance de travailler avec les enfants, mais aussi d'être aussi dans ce genre de panel. Et aussi même de participer parce que aussi, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat aussi, parce qu'on a été formés dans ça aussi. Et donc, je pense qu'on est bien placé pour pouvoir être des traits d'union, ou en tout cas faire vulgariser ces pratiques-là au niveau des enfants,
qui pour moi seront la relève de demain et la plus assurée. Parce qu'entre nous, après, on va disparaître et disparaître avec nos connaissances. Et on va laisser les enfants sans rien. Parce qu'eux, ils vont se là, coller à leur téléphone et savoir comment manipuler une application, c'est tout. Sans savoir qui a créé cette application, comment, etc., etc. Donc, je plaide vraiment pour que ça aille jusque dans les écoles parce que c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cette pertinente des sciences et techniques, plus précisément au département de sciences physiques. Je suis dans la commune de Thiéty, dans le département de Kolda. Je suis le chargé des relations extérieures de l'ASCO, Association des étudiants pour la promotion de la science à Kolda. Et je suis en même temps l'ex-président d'organisation de l'ACEPROC, Association des étudiants pour la promotion de Kolda. Et en même temps, je suis le plus jeune conseiller du département de Kolda. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème intitulé « Le développement de l'agriculture ». Et nous tous, on sait que si nous voulons au moins lutter contre le déficit alimentaire socio-économique du XXIe siècle, on doit faire appel à l'agriculture. L'agriculture nous permettra au moins d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ce serait trop difficile de parler de l'agriculture devant ces experts, devant des personnes ou bien des techniciens qui maîtrisent mieux que nous dans le domaine de l'agriculture. Mais on va essayer de donner des appels, on va essayer de conscientiser un peu nous les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, ne prenons pas, comme le professeur vient de dire, l'agriculture comme étant un métier des pauvres. L'agriculture peut au moins ramener ou soulever l'économie d'un pays. Et ne pensons pas que nous tous, nous les étudiants, est-ce que nous pouvons rester dans les bureaux, avoir du boulot? Forcément, on est obligé d'utiliser l'agriculture ou bien d'utiliser l'élevage ou bien certains facteurs pour pouvoir rehausser l'économie du pays. Nous, en tant qu'étudiants coldois, l'année passée, en 2022, on avait initié un projet dénommé « Vacances agri-étudiants ». Parce qu'à chaque fois, les étudiants, s'ils rentrent au bercail, ils se considèrent comme étant des supérieurs. Et nous, on a dit que non, on doit au moins travailler sur les vacances utiles. On a cultivé un champ de 5 hectares. Le projet, c'était de viser les 15 communes, c'est-à-dire les 15 communes du département, au minimum, travailler avec les collectivités territoriales, que chaque maire nous octroie 5 hectares. Et que ces 5 hectares, nous allons les cultiver, soit de l'arachide ou bien du maïs, afin de pouvoir au moins permettre à vivre normalement l'étudiant coldois dans l'espace universitaire. Parce que nous tous, on savait quels sont les problèmes que l'étudiant coldois confronter ou bien rencontrer dans l'espace universitaire. Pour mettre fin à ces problèmes, on a au moins jugé nécessaire d'être indépendant, d'être autonome. Raison pour laquelle nous avons dit que retour au bercail. Et le thème, vraiment, nous sommes très contents du forum parce que ce serait, si c'était à moi seul, on devrait au moins pérenniser ces activités pour que tous les jeunes Sénégalais savent nettement que l'agriculture pourra au moins développer ce pays. Pour ne pas trop tirer en longueur, vraiment, je suis content et je salue les panélistes parce que j'ai entendu ici aujourd'hui beaucoup de gens, des colonels, ainsi de suite. Vraiment, nous sommes très contents. Si vous pouvez au moins pérenniser ça, même si c'est 1 semaine ou 2 semaines, nous, on sera là à chaque fois. Et merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi surtout à M. Cheikh Kandé pour l'invitation. Je pense que le club environnement est très honoré de cette invitation. Moi, je m'appelle Cheikh Salim Mbacké Cissé et je suis étudiant en licence 3 à l'École supérieure d'enseignement agricole et de l'alimentation de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Et aujourd'hui, je parle en qualité de président du club environnement dénommé EcoHuman. Bon, naturellement, on avait préparé une petite présentation d'un projet qui regroupe l'ensemble de nos activités au sein de notre université. Donc, en réalité, ce projet n'est rien d'autre qu'un projet de gestion intégrée des déchets au niveau de notre campus universitaire. Donc, sans doute, la majorité d'entre vous ont longtemps entendu ces genres de projets de Sénégal zéro déchet, de Sénégal pas déchet, ou bien comment on veut l'intituler. Mais il s'est trouvé que le club aussi a ces genres d'ambition, c'est-à-dire de faire au sein de l'université un projet de gestion intégrée de déchets,
intitulé UAM sans déchets. Donc en réalité, l'objectif de ce projet, c'est de montrer que les ordures n'est rien d'autre que de l'or, mais qui est dur. Notre dispositif vise tout simplement à mettre 4 types de poubelles différenciées pour un début. Chaque poubelle, en réalité, c'est une entreprise. Comme vous le voyez, on a pu faire nos investigations au sein de l'université et il s'est trouvé qu'il y a 4 types d'ordures, il y a 4 types de déchets. Il y a des déchets organiques, il y a des déchets métalliques, via les pots de sardines, les canettes et consorts. Il y a des déchets en plastique, mais surtout il y a des déchets administratifs, ce sont les déchets en papier. Donc étudiants, tout le temps, c'est l'administration et les courriers et tout. Donc on a dit on va faire en sorte que chaque poubelle va être une entreprise. Pour la poubelle des déchets organiques, ce qui est prévu, c'est un compostage suivi de pépinière. Et après, pour des activités futures, des activités de reboisement, d'établissement de champs, écoles. Et voilà, heureusement, on a pu commencer une entreprise grâce à une de ces poubelles au sein de notre université, en installant un espace du club. Donc je pense que cela nous permet de faire beaucoup de choses actuellement au sein de l'université, c'est-à-dire de démarrer un projet intitulé « Un village dans une université avec des arbres fruitiers » à hauteur de 100 arbres. Donc voilà. Et pour les autres poubelles, ainsi de suite, la poubelle en déchets plastiques, pavés écologiques, etc., etc., etc. En réalité, c'est ça l'objectif, de faire des collaborations avec des entreprises de recyclage pour pouvoir bénéficier des échanges entre déchets plastiques bien triés et eux, ils vont nous donner des poubelles. De même, pour les déchets métalliques, les canettes, les pots de sardines, comme vous le savez, notre chef de département du restaurant, M. Saoujissi, ne me laissera pas mentir en quelque sorte, parce que là-bas, chaque mercredi, je pense que c'est les pots de sardines, 2000 environ de pots de sardines, donc le mois, ça fait 2 fois 4, 8000 pots de sardines. Je pense que ça, si on fait cela, en fait, c'est une quantité bien considérable. Donc le club prévoit de recycler tout cela, en plus, des canettes et des pots d'ananas, etc., que les étudiants utilisent, pour ensuite donner à certaines industries en métallurgie ou bien aux certains ferrailleurs pour faire des entrées de fonds pour pouvoir investir dans nos projets. Parce que l'objectif du club, en réalité, ce n'est pas de tout le monde demander des investissements, mais c'est de proposer des solutions. Et je pense que ces solutions, c'est ce dont on a besoin. Donc, on peut aussi la poubelle aussi, parce que moi, d'habitude, je dis les entreprises, parce que je ne les considère pas comme des poubelles. Donc, la poubelle en papier, bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui font ces recyclages-là, comme les étiquettaires, en réalité, c'est des papiers recyclés, etc., etc. Donc, vous pouvez faire des échanges, vu que l'université n'a pas les moyens pour installer des genres d'usines, mais en réalité, le projet dépasse tout cela. Mais tout ce que nous voulons montrer, qu'en réalité, c'est possible. C'est possible à l'université parce que c'est un cadre assez fermé. Donc, on peut poser des politiques de sensibilisation, essayer de sensibiliser l'étudiant, lui dire que toi, là, tu n'as pas une tête vide et tu es capable vraiment de te comporter comme un intellectuel éco-responsable. Parce que je pense que le slogan du club est assez clair, l'éco-responsabilité, l'unique solution. Donc en réalité, ce projet résume l'ensemble des activités qui tournent autour du club et nous sommes en train vraiment de mettre en œuvre cela. Et nous appelons à tout un chacun à une collaboration, pourquoi pas, plutôt inclusive autant pour moi. Donc je pense que c'était tout et nous sommes vraiment ravis. Dommage, on aimerait vraiment montrer des slides, être beaucoup plus explicite, mais je pense que cela résume en quelque sorte notre vue d'ensemble. Je vous remercie. Moi, je me présente, c'est Abdou Mbalo, étudiant en licence 3 sortant au département de géographie. Et par ailleurs passionné de la question de l'environnement. Et nous voici aujourd'hui présents pour discuter autour de l'environnement, qui s'avère être un thème très intéressant. Oui. C'est dans ce cas que chaque citoyen doit intervenir. Dans ce cas, chaque citoyen doit intervenir à prendre ses responsabilités pour faire face aux impacts négatifs liés à l'environnement. Notre objectif est de mener des mesures visant à préserver l'environnement qui englobe l'écosystème. Par conséquent,
la préservation de l'environnement pour maintenir la vie sur Terre et assurer le bien-être des êtres vivants, en adoptant des pratiques durables dans tous les aspects de la vie, promouvoir la conservation des ressources naturelles. Toutefois, cette stabilité de l'environnement est menacée par le changement climatique qui peut être d'origine anthropique ou naturelle. Et ce changement ne fait que s'empirer depuis le début du 19e siècle, parce que l'homme, pour satisfaire ses besoins, se nourrir, se soigner, se vêtir et se déplacer, ne cesse de mettre en place des pratiques nuisibles à l'environnement, à savoir l'utilisation des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, qui sont des facteurs génératrices des gaz à effet de serre, mais également l'agriculture intensive, l'élevage, la déforestation et l'urbanisation sont des pratiques nuisibles à l'environnement. Toutefois, tous ces facteurs ont occasionné la dégradation des terres, la désertification, des périodes de sécheresse et la dégradation des aires marines protégées. Ces dégradations doivent être restaurées et la restauration des terres consiste à rétablir les terres dégradées en impliquant des actions telles que la reforestation, la régénération naturelle assistée, la gestion durable des terres et l'application des pratiques conservatrices des sols. Il faut également mettre en place des politiques de résilience à la sécheresse, c'est-à-dire des capacités à l'écosystème et aux communautés à faire face et à s'adapter au changement climatique en utilisant des alternatives adéquates, c'est-à-dire investir dans les énergies propres, à savoir l'éolien, le solaire, l'hydrique, qui peuvent participer à la réduction considérable des gaz à effet de serre. Néanmoins, nous ne pouvons pas parler de l'environnement sans mettre en exergue l'économie verte qui est un concept qui promeut le cadre de développement économique. Elle vise à réduire les impacts négatifs de l'activité humaine sur l'environnement tout en favorisant la croissance économique. Je vous remercie.